Bonsoir tout le monde. Comme vous savez, je m'appelle Serge Quentin. Comme vous savez aussi, peut-être, je suis professeur de philosophie à l'UQTR. Et comme vous ne le savez sans doute pas, j'étais directeur de recherche du mémoire de maîtrise de Nicolas Geoffroy. Nicolas m'a écrit il y a plusieurs mois déjà pour me dire qu'il allait présenter une conférence au Cercle Est-Ouest. Et je lui ai répondu immédiatement que j'allais assister à la conférence en question. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, il m'envoie un autre courriel me disant « J'aimerais que vous me présentiez ». Alors voilà, je vais le présenter rapidement, brièvement. Il est originaire de Joliette. Il vient du monde paysan, rural, né sur une terre. Il a fait un premier cycle en philosophie dans les années de 2005 à 2008 à peu près. Il a même été président de l'association des étudiants de philosophie de l'UQTR. Il est parti, il est retourné à Montréal, parce que tu avais déjà vécu à Montréal, je pense. Ouais. Et puis, il était disparu de la circulation, sauf qu'un jour, il m'envoie un courriel. Il se rappelle à mon souvenir. Puis il me dit, voilà, j'aimerais faire maîtrise, un mémoire de maîtrise avec vous, sur Fernand Dumont. Alors comme vous savez peut-être, je suis une sorte de spécialiste de Fernand Dumont et que j'aime beaucoup l'œuvre de Fernand Dumont. J'ai dit peut-être on pourrait se rencontrer. Alors, parce qu'il n'avait pas trouvé à Montréal, tu avais suivi quelques cours, je pense, de philosophie en maîtrise, et puis tu n'avais pas trouvé dans ce cadre-là quelqu'un vraiment prêt à te diriger sur ton sujet, sur Fernand Dumont. Alors d'accord, on se rencontre, et puis moi j'accepte de diriger Nicolas. En cours de route, son sujet a changé. On est passé de Fernand Dumont à Hannah Arendt. Peut-être avais-tu suivi un cours avec moi où il y avait été question d'Hannah Arendt. Oui. Tu la connaissais déjà, je pense, peut-être un peu? Je la connaissais un peu, mais c'est vraiment de votre faute si je suis allé vers Hannah Arendt. Alors, je n'ai pas converti à Dumont, j'ai converti à Hannah Arendt, qui est un penseur que je connais assez bien aussi et pour qui j'ai une immense admiration également. Je ne suis pas le seul à considérer Hannah Arendt comme le plus grand penseur politique du XXe siècle. D'ailleurs, je posais la question un jour à Fernand Dumont, quelque temps avant sa mort. Que pensez-vous d'Hannah Arendt, parce que vous ne la citez jamais, ou presque jamais dans votre œuvre? Il me regarde et me dit, Hannah Arendt, c'est le plus grand penseur du XXe siècle. Et nous sommes plusieurs à croire qu'il s'agit là d'un grand penseur. Mais pour revenir à Nicolas, donc, il a travaillé sur l'œuvre d'Hannah Arendt, sur plusieurs ouvrages, La crise de la culture, Conditions de l'homme moderne, et il a centré son attention sur le concept de monde. À ma connaissance, aucun travail consacré à Hannah Arendt qui porte précisément sur le concept de monde. Et il a réussi vraiment à écrire un mémoire, un écrit absolument remarquable. Il a eu la plus haute mention pour son mémoire de maîtrise.
et j'étais vraiment très satisfait. Je peux dire que je ne l'ai pas vraiment dirigé, il s'est dirigé lui-même. Vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant ce soir. Il possède une maturité intellectuelle assez remarquable. Et ce qui est dommage, c'est que, ben, de mon point de vue, c'est qu'il n'a pas encore réussi à se trouver un poste, que ce soit dans une université ou dans un cégep. Et moi, je l'encourage à poursuivre sa recherche, à écrire un article sur Hannah Arendt, un gros article. Mais il me disait qu'il songe actuellement peut-être à reprendre un peu le travail sur la terre, le travail de son père est à la retraite maintenant. Il travaille dans une garderie. Il a travaillé aussi au centre d'aide et de... comment ça s'appelle déjà? Aide et perfectionnement en philo. Aide et perfectionnement en philosophie de Montréal. Mais ça démarre très lentement. Alors, Hannah Arendt, je pourrais aussi vous en parler beaucoup. Et vous la connaissez probablement par le film qui a été réalisé, le film de Marguerite von Trotta, qui a été réalisé, qui a été présenté en salle ici à Trois-Rivières, sur Hannah Arendt. Le film est centré sur un épisode de la vie d'Hannah Arendt. Et quel épisode? C'est-à-dire sa participation au procès Reichmann en 1961. Alors, je pourrais vous en parler, ne serait-ce que de cet épisode, parce que en 1961, je vais terminer là-dessus avant de vous donner la parole. En 1961, j'étais à Québec et je rentrais le midi à la maison. J'étais à l'école. Je rentrais le midi à la maison pour entendre en différé les minutes du procès Eichmann. Je ne savais pas à l'époque qu'Hannah Arendt était présente, évidemment. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais cette expérience-là a été très importante. J'ai pris connaissance de ce qu'avait été l'Holocauste, la Shoah. À ce moment-là, j'avais 11 ans. Et évidemment, ce qu'on racontait dans ce procès, ce que les témoins racontaient, c'était absolument horrible. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, à me documenter sur l'Holocauste. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser de plus près, théoriquement, je dirais, à l'Holocauste. Et notamment grâce à Hannah Arendt qui a écrit une œuvre qui s'appelle « Les origines du totalitarisme ». C'est sa première grande œuvre en 1951, peut-être que tu vas en parler, qui a fait connaître aux États-Unis. Oui, une œuvre qui était traduite en français en 3 tomes, avec un tome consacré à l'antisémitisme. Alors c'est déjà une très grande œuvre, mais ensuite, dans les années 50 et 60, elle a réalisé d'autres œuvres très importantes aussi. Bon, alors, j'ai trop parlé. Je vais laisser la parole à notre conférencier, Nicolas Geoffroy, qui va nous parler du concept de monde chez Hannah Arendt. Merci. Merci. Merci Serge. Je commencerai cette conférence sur le monde d'Hannah Arendt en rappelant que par un temps froid comme enfin, février commence à devenir février, on sent qu'on a tous besoin d'un toit. Ne serait-ce que pour se protéger des intempéries, c'est un besoin de base. Une tente pourrait nous suffire. On peut aussi vivre dans ses valises, se promener d'un lieu à l'autre, mais on est nombreux à désirer plus que ça. On est nombreux à vouloir un chez-soi stable, une demeure, qui reste toujours la même, peu importe où on aille,
on peut revenir et être chez nous. Ben, je vous dirais que le monde dont parle Hannah Arendt dans ses écrits, c'est toujours une demeure, c'est toujours un chez-soi stable où on peut revenir. Même si le mot monde, dans ses écrits, a plusieurs significations, en a au moins 2 majeures, comme je vais essayer de vous le présenter. C'est à ce monde-là que je désire vous introduire aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Serge Quentin. Il sait que je suis reconnaissant pour m'avoir aidé, pour m'avoir lu, pour m'avoir conseillé dans la rédaction de mon mémoire sur le concept de monde chez Hannah Arendt. Ce qu'il semble avoir oublié dans sa présentation, c'est que c'est lui qui m'a fait découvrir Hannah Arendt. Je la connaissais vaguement, j'en avais entendu parler quand j'étudiais la sociologie auparavant, parce que c'est une théoricienne incontournable pour le totalitarisme. Mais c'est pas une auteure que j'avais lue attentivement. C'est dans votre séminaire sur la culture que j'ai vraiment commencé à la lire attentivement. J'ai eu coup de foudre, comme ça m'était jamais arrivé comme pour Heidegger, aucun philosophe. Non, pas du même. Ouais, c'est ça. Elle était bien en chair quand Heidegger le connaît. Toute la différence est là. Je tiens aussi à remercier Christian Singh qui m'a qui m'a donné la chance de venir vous donner cette conférence ici. C'est un vieil ami avec lequel j'ai étudié la philosophie à Trois-Rivières, ici à l'UQTR. Donc, c'est ça. Je te remercie ainsi que les organisateurs du Cercle Est-Ouest pour pouvoir avoir l'opportunité de faire cette présentation-là en dehors du cercle et en dehors du cadre universitaire. Bon, d'abord, quelques mots pour vous introduire à Hannah Arendt. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui ne connaîtraient rien, la première chose à savoir, c'est que c'est une théoricienne politique. De tous les thèmes dans son œuvre, manifestement, sa principale préoccupation, ça a toujours été la politique. Autre chose à savoir, elle avait la particularité d'être à la fois critique de la tradition et de la modernité. Faut la lire pour le croire, c'est pas si courant que ça comme position. Puis lorsqu'elle parle de la crise de la tradition puis de nos sociétés modernes, ça se réduit jamais à parler de politique dans ce cas-là. Elle peut aborder tous les sujets qui touchent notre condition humaine. Elle peut déborder amplement de les strictes questions politiques. Si elle se pensait autorisée de pouvoir critiquer à la fois la tradition et l'âge moderne, c'est qu'elle considérait que pour les gens de sa génération, qui est née au début du 20e siècle, ils étaient les premiers à avoir rompu en quelque sorte à la fois avec la tradition et avec l'âge moderne, à être entrés dans ce qu'elle appelait le monde moderne, que d'autres aujourd'hui appellent la postmodernité. Mais on se situe maintenant à l'extérieur de cette tradition-là. On peut la regarder avec un regard neuf, avec des nouveaux yeux. C'est quelque chose qu'on peut maintenant envisager autrement, la tradition et l'âge moderne dont on serait sorti. Pour Hannah Arendt, notre tradition occidentale, qui serait finie, aurait commencé en Grèce avec Platon. Mais bon, elle aurait débuté quand ce philosophe athénien se serait en quelque sorte rebellé contre la manière dont la politique était envisagée pour les Athéniens, avec un renversement qu'on peut voir dans la caverne de Platon, où est-ce que Platon s'oppose à la manière dont il faut voir le monde, voir les choses. Ça aurait affecté beaucoup notre façon de concevoir la politique, et pour Hannah Arendt, c'est sa raison principale pour laquelle elle affectionnait les Grecs, si je ne me trompe pas, la politique, qu'elle affectionnait tout particulièrement chez les Grecs, mais aussi leur amour de la beauté, quelque chose auquel elle était très attachée. Elle témoignait aussi d'un amour des Grecs qu'elle ne cachait pas, même que, en tout cas, ses amis l'appelaient Pallas Athéna dans sa jeunesse, signe qu'on reconnaissait très jeune qu'elle avait un attachement évident à Grèce. Encore là, c'est une façon d'envisager la tradition et l'âge moderne d'un point de vue extérieur, puisque la Grèce pré-platonicienne est à l'extérieur de la tradition. Dernière indication préliminaire sur Hannah Arendt, elle confiait éprouver un amour du monde. Et ça, on le retrouve dans plusieurs indications. C'était même le titre de sa biographie d'Elisabeth Bruhl
Jungbrood, qui est vraiment une excellente biographie. C'est même assez étonnant, cet amour du monde-là, quand on y réfléchit. En fait, quand on se penche sur sa biographie, on se dit qu'elle n'a pas eu la vie facile. Son passage dans le monde s'est pas fait sans difficulté. Et avoir cet amour du monde-là, ça peut... ouais, c'est assez fascinant. Mais juste une brève biographie peut vous en donner déjà quelques indications. Comme je vous disais, elle est née au début du siècle, en 1906, dans la ville d'Hanovre, en Allemagne. Ensuite, bon, elle a poursuivi des études en philosophie auprès des plus brillants philosophes allemands du 20e siècle. Elle s'est ensuite intéressée à la politique lorsqu'elle s'est trouvée confrontée en tant que juive à la montée du régime hitlérien. Lorsque Hitler est finalement élu en 1933, elle mène clandestinement une enquête sur la propagande antisémite en Allemagne. Bon, ce qui lui vaut d'être emprisonnée, de se faire interroger par la police. Bon, elle réussit à s'en sortir, elle quitte immédiatement l'Allemagne pour la France. C'est là qu'elle travaille pour une organisation juive qui forme les jeunes pour aller immigrer vers la Palestine. C'est aussi en France qu'elle rencontre son deuxième mari, Heinrich Eichmann. Non, Heinrich Eichmann! Elle n'a pas compris. Elle n'a pas confondre. Aïe, aïe. Mais bon, elle et lui se retrouvent à être, immédiatement après s'être mariés, se font emprisonner, séparés, emprisonnés, chacun de leur côté, dans un camp d'internement français. La guerre a été commencée et à cause de leur origine allemande, ils se font interner. À Gurs. À Gurs, ouais, Gurs. Pour elle, oui. Ils réussissent toutes les deux à s'en échapper, puis réussissent ensuite à trouver un moyen de quitter l'Europe pour les États-Unis. Puis c'est aux États-Unis qu'elle va vivre le reste de ses jours à partir de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1975, où elle décède à New York. C'est à New York, c'est aux États-Unis qu'elle a écrit la plus grande partie de son œuvre. En fait, toutes les grandes œuvres d'Hannah Arendt ont été écrites aux États-Unis. On peut les lire en anglais, elles sont toutes traduites en français maintenant. C'est une œuvre riche qui va dans plusieurs sens. Serge parlait des origines du totalitarisme, sa première œuvre qu'elle a écrite aux États-Unis. C'est en 1943 qu'elle a pris connaissance en fait, des camps de la mort. C'est pas quelque chose qui était forcément connu. Elle a réussi en 1933 à quitter l'Allemagne tout de suite, elle l'a fui, donc c'était secret les camps d'extermination. Quand on a pris, elle a eu un choc incroyable. Elle savait qu'ils avaient des ennemis, que c'était un régime menaçant pour les Juifs, mais de là à envisager cette manière-là d'exterminer des gens, ça les a complètement mis en envers, elle et son mari. Puis les origines du totalitarisme, comme plusieurs de ses œuvres, c'est pour insister sur le fait que c'est une nouvelle dictature, une nouvelle manière de commettre des génocides qui a eu lieu. Ça méritait un nouveau mot, totalitarisme, à ne pas confondre avec n'importe quelle dictature. D'autres œuvres importantes, Conditions de l'homme moderne, l'autre œuvre qu'elle écrit après, de l'avis de plusieurs, y compris moi, c'est son œuvre la plus importante pour comprendre, si vous voulez comprendre les concepts clés d'Hannah Arendt, c'est dans Conditions de l'homme moderne que vous allez les trouver. Elle l'est ensuite, ils étaient déjà présents en germe dans les origines du totalitarisme, mais c'est là qu'on trouve ces concepts les plus fondamentaux. La crise de la culture, remplie d'essais fascinants. On voit aussi sa manière d'aborder la réalité en essayant de revenir à l'origine des concepts. C'est déjà présent dans Conditions de l'homme moderne, mais cet intérêt, comme plusieurs auteurs, pour revenir à l'étymologie des mots, essayer de repenser notre manière traditionnelle de voir les choses, en regardant qu'est-ce que c'était à l'origine, comment ça a été pensé par les Romains ou par les Grecs qui utilisaient d'abord ces mots-là qu'on emploie. Je vous encouragerais aussi à lire Sur la Révolution, un ouvrage qui témoigne, je dirais, implicitement de la difficulté qu'elle a pu vivre en tant qu'apatride. C'est jamais écrit, ça, dans cette œuvre-là. Ça parle de la Révolution américaine, de la Révolution française, mais Hannah Arendt, entre 1933 et 1951, la date où elle a eu sa citoyenneté américaine, a été sans patrie.
C'est une situation qui lui a valu un internement. Elle a évité les camps d'extermination, mais un internement sans procès, se retrouver sans droit, pouvoir être à la merci, au fond, des mouvements de masse, surtout en période de guerre, c'est très dangereux. Elle a pu expérimenter ce que c'est d'être sans patrie, de ne pas avoir de droit, et c'est précisément là-dessus qu'elle s'intéresse lorsqu'elle parle de la comparaison entre la Révolution française et américaine. Les Américains ont réussi, contrairement aux Français, à la fin du 18e siècle, à se doter d'une constitution durable qui permette d'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité et aussi un cadre à l'intérieur duquel la liberté peut s'exercer. Pour quelqu'un qui a été sans patrie, voir une patrie capable de traverser le temps comme ça, c'est une réussite admirable pour laquelle elle avait beaucoup d'admiration. Elle avait beaucoup d'admiration, je me permets, oui, oui. Pour les États-Unis, même si elle était extrêmement critique aussi. Absolument. Si on regarde ensuite, durant la guerre du Vietnam, elle a écrit une œuvre, Crisis of the Republic. En français, c'est 3 essais qui s'appellent Du mensonge à la violence. Puis, elle est à la fois critique du gouvernement américain, mais aussi des mouvements de protestation américains, bien qu'elle était élogieuse devant la grandeur morale de ces étudiants qui allaient manifester. Elle a su être critique de la situation qui lui apparaissait vraiment comme une crise de la République des États-Unis de l'Amérique. Enfin, qu'est-ce que j'oublie comme œuvre importante, incontournable? Bon, Eichmann, dont vous avez parlé, pour son concept de banalité du mal. Je lui reviendrai pas. Puis, je dirais enfin La vie de l'esprit. Elle est morte sans terminer cette œuvre-là. Puis, La vie de l'esprit. Certains ont interprété ça comme si c'était un retour philosophique de sa part, puisqu'elle s'intéressait vraiment aux questions de la pensée, du jugement, de la volonté, des thèmes traditionnels de la philosophie. Mais pourtant, c'est dans cette œuvre-là où on comprend le mieux pourquoi elle tenait à ne pas se faire appeler philosophe. Même si elle l'était profondément, je sais. Personnellement, là-dessus, on est en désaccord, mais je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je pense qu'il faut vraiment la prendre au sérieux lorsqu'elle disait qu'elle n'était pas philosophe. Dans son entrevue en 1964, avec un intervieweur allemand, j'oublie le nom de l'intervieweur, c'est une de ses rares entrevues filmées, elle commençait en disant tout simplement que je ne me sens pas philosophe. C'est une théoricienne, elle se questionne, mais je pense qu'on oublie souvent que la philosophie, c'est un amour de la sagesse, selon son étymologie, selon ce que les Grecs comprenaient, qu'il y a toujours un désir présent, comme Platon l'écrivait dans le banquet. Il y a toujours en philosophie un désir de sagesse, mais plus précisément d'une vérité au-delà des vérités factuelles qui intéressent les scientifiques, qui intéressent les journalistes, les historiens. Mais il y a une quête de vérité au-delà de tout ça. Et Hannah Arendt écrivait très textuellement dans La vie de l'esprit, puis qu'il n'y a pas de vérité au-delà des vérités factuelles. Je ne crois pas en un monde au-delà du monde dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous vivons. C'est des phrases qu'il faut méditer en se disant « Ouais, ok, si elle ne croit vraiment pas à tout ça, peut-elle être philosophe? » Puis je pense que ça permettrait aussi, si on prenait vraiment au sérieux son aveu de ne pas être philosophe, de mieux comprendre le monde dont elle nous parle. C'est là qu'on réussit à un peu mieux comprendre d'où ça vient, ces genres de réflexions-là qu'elle a eues. Il y a une dernière chose dont je n'ai pas parlé, puis ça, je pense qu'on s'entend tout le monde pour dire que c'est fondamental pour comprendre son rapport au monde, son rapport à la philosophie, à la pensée. C'est la relation qu'elle a eue avec Heidegger. Heidegger a été non seulement son professeur lorsqu'elle enseignait, lorsqu'elle étudiait la philosophie, mais il a été aussi son amant. Tout le reste de leur jour, ils vont avoir une relation, une correspondance, une affection mutuelle, malgré les désaccords énormes qu'ils avaient tous les deux. Bon, on sait que Heidegger a soutenu le nazisme, alors que Hannah Arendt l'a combattu. Juste elle était juive en plus. Elle était juive. Et on a prouvé que Heidegger était antisémite. Oui. C'est incroyable qu'il ait gardé
quand même, somme toute, une bonne relation. Elle est animée d'un désir de comprendre. C'était comme ça qu'elle résumait sa démarche. Elle n'était pas en quête de sagesse ou de vérité, elle cherche à comprendre. Puis c'est comme si elle voulait se... Elle disait, exprimer ça aussi, ce désir de comprendre, de se réconcilier avec le monde, de ne pas se maintenir dans une position de rupture. Je refuse le monde a été trop dur avec moi. Non, non, je veux le comprendre. Je veux comprendre ce qui est pénible. Je veux le regarder dans les yeux, comme Eichmann. Je veux regarder dans les yeux l'homme qu'il est. Ne pas me dire, ah, c'est un monstre nazi. Non, non, je veux le regarder. Qu'est-ce qu'il est comme personne et qu'est-ce qu'étaient les nazis comme personne. Et quel type de régime a fait en sorte que ces personnes-là ont suivi cette voie-là. Donc, je dirais qu'il faudrait aussi regarder son rapport à la philosophie. Puis justement, en philosophie, il y a un concept de monde qui est très connu et qui est très facile à comprendre. On le connaît tous. C'est le monde des phénomènes. Le monde sensible ou le monde des apparences. Mais peu importe où on regarde autour de nous, qu'on regarde cette table, cette lampe, les murs, qu'on regarde l'eau, le menu qu'on a sur nos tables, les gens qui sont autour de nous, ce ne sont que des apparences. Ce sont des phénomènes. C'est ce que nous voyons de nos yeux. Les philosophes se sont toujours intéressés en quelque sorte aux phénomènes autour de nous, mais pour en quelque sorte les dépasser, les surpasser, chercher le principe qui explique derrière les apparences une vérité stable, quelque chose qui serait plus fiable que les apparences qui changent selon la perspective. On cherche quelque chose de plus haut. Donc, la philosophie, lorsqu'elle parle du monde, a toujours parlé de ce monde des phénomènes. Et c'est évident, lorsque Hannah Arendt commence son ouvrage La vie de l'esprit, qu'elle allait faire porter son œuvre sur le monde des phénomènes et aussi sur les activités de l'esprit qui se mettent en retrait du monde des phénomènes. Lorsqu'on se ferme les yeux pour penser, lorsqu'on est animé par une volonté ou lorsqu'on juge, c'est des activités mentales qui s'opèrent dans la tête, dans l'esprit, sans qu'on ait besoin d'avoir un contact immédiat avec le monde tel qu'on le sent. Mais voilà, quand on lit Hannah Arendt, on est confronté à un autre monde. C'est manifestement, on la lit, là, puis si on se dit que, ah oui, Hannah Arendt, elle parle du monde et elle parle donc du même monde que parlent normalement les philosophes, on se retrouve confronté au fait que des fois, elle parle du monde comme un artifice humain. Et c'est les mots qu'elle emploie. Le monde comme produit par l'œuvre de nos mains. C'est manifestement plus du monde des phénomènes dont elle parle lorsqu'elle parle de ce monde-là. Et puis, je vous dirais que ça peut être un peu même contraire à ses habitudes. C'est curieux qu'elle commence parce qu'à ma connaissance, c'est un concept qu'elle a inventé. Le monde comme artifice humain, le monde fabriqué de nos mains. Le monde, ce mot-là, a, à ma connaissance, jamais eu la signification d'un produit de l'activité fabricatrice. Mais c'est vraiment contraire aux habitudes d'Hannah Arendt. La lire, c'est lire une auteure qui nous parle de l'autorité pour nous dire qu'on comprend plus ce que les Grecs, ce que les Romains entendaient par l'autorité. Lire Hannah Arendt, c'est aussi lire une auteure qui nous rappelle que la politique, c'est pas synonyme de gouvernement. Quand elle parle de la politique, elle nous rappelle, non, la politique, pour les Grecs, c'était pas gouvernemental. Il n'y avait pas une division entre les gouvernants et les gouvernés. C'était des citoyens qui décidaient. Certains prennent des initiatives, d'autres les suivent, embarquent avec eux, et c'est comme ça, dans l'action, la réaction, que se fait la politique pour les Grecs. Donc, Platon aurait, selon Hannah Arendt, et sa critique est virulente, aurait renversé la compréhension de la politique qui était chez les Grecs. C'est une auteure comme ça qu'on lit, qui revient à l'étymologie, au sens original des mots. L'avoir inventé un concept de monde de toute pièce, c'est comme si elle allait contre sa propre politique lexicale qu'elle se donne implicitement, ses propres habitudes de pensée, en inventant un mot. Ça m'a attiré mon attention, mais pas juste pour ça, c'est un concept qui m'a touché. J'avais l'impression de toucher quelque chose qui était au cœur de son œuvre, cette question-là du monde.
en tant qu'artifice humain, en tant que fabriqué. Je n'irais pas jusqu'à dire que chez elle, ce monde-là serait comme... que pour les chrétiens et les philosophes, il y avait un autre monde au-delà, en tout cas pour les platoniciens, un autre monde au-delà du monde des apparences, puis qu'elle, elle aurait trouvé une alternative. Mais, parce qu'elle n'a pas formulé une théorie comme ça, mais on dirait qu'elle a un attachement pour un monde, pour un monde qui serait parmi nous, pour un monde dans lequel on se trouverait. Je vous ouvrais la conférence en parlant d'un chez-soi, d'une demeure. Ben, je pense qu'il faut toujours comprendre le monde chez Hannah Arendt comme une demeure, comme un chez-soi stable. Et que précisément parce qu'il est fabriqué, qu'il est capable d'être très solide, il y a des choses qui peuvent traverser le temps et être transmises de génération en génération. Un tel habitat, la première, dans la condition de le moderne, je dirais que c'est là qu'on retrouve la meilleure histoire qu'elle dresse du monde. On dirait que pour elle, la propriété privée aurait été la première tentative des hommes de se doter d'une maison stable, plutôt que de se promener de village en village, d'un territoire à l'autre pour cueillir, chasser, exploiter la terre temporairement, puis ensuite le laisser en friche et aller vers une autre terre. La propriété privée aurait été le début d'un premier monde fabriqué pour nous survivre, pour être transmis de génération en génération, transmettant la maison, les bâtiments, aussi le cadre légal à l'intérieur duquel cette entité-là, la propriété privée, existe. On la lit, puis on voit aussi que la patrie, un État, avec ses lois, avec ses frontières, avec sa constitution même, c'est quelque chose, la patrie, qui peut survivre pendant des siècles. Elle nous parle de l'exemple de Rome, qui a été non seulement pendant tout le temps de l'Empire romain, mais même à la suite de sa chute, est demeuré un exemple pour tout le monde d'une cité qui pouvait être, comme on le disait, éternelle. Ça a tellement marqué les esprits que lorsqu'il y a eu sa chute, je dirais que, en tout cas, c'est ce qu'Hannah Arendt nous dit, c'est que ça a contribué sans doute à alimenter le désir d'une autre cité éternelle, d'une cité éternelle qui serait au-delà du monde, et non pas dans le monde dans lequel on vit. Une cité éternelle ou une cité de Dieu, pour employer le mot d'Augustin, parce qu'Hannah Arendt, il faut savoir que sa thèse de doctorat, donc son premier ouvrage important, c'était sur le concept d'amour chez Saint-Augustin, un auteur qu'elle connaissait très bien, et qui l'a inspiré à plusieurs égards. Aussi étonnant que ça puisse paraître qu'elle s'intéresse à un penseur aussi important de la pensée chrétienne, elle qui était juive. Mais je dirais que ça l'a marqué et que elle a une compréhension de pourquoi la quête d'un autre monde aurait été recherchée après la chute de l'Empire romain. Elle nous parle aussi, avec Descartes, avec les auteurs modernes, de la mise en doute qui se serait généralisée de la possibilité qu'il y ait un autre monde, un doute qui n'a pas cessé de croître au cours de l'âge moderne. En philosophie aussi, on s'est mis à douter de la métaphysique, de la théorie des deux mondes. C'est la science qui a été vraiment la plus victorieuse dans cette critique-là, où est-ce que, dans sa démonstration que selon les lois de la physique, il n'y aurait qu'un seul monde, que le monde terrestre et céleste ne font qu'un, et que les idées ne sont que, dans cette lignée de pensée très nominaliste-là, les idées ne sont que des mots qu'on accole pour nommer les choses que la physique voit grâce à ses outils, grâce à ses calculs. Mais néanmoins, Hannah Arendt voit qu'au cours de l'âge moderne, il y a eu des volontés de revenir à quelque chose comme une patrie qui puisse durer des siècles. Elle a vu chez des auteurs comme Machiavel, comme Montesquieu. Elle a vu aussi en pratique chez les pères fondateurs de la République des États-Unis, mais aussi dans plein d'autres pays qui ont essayé. C'est juste que les Américains, pour elle, ont mieux réussi à cause de des conditions qui leur étaient propres. Mais la tentative de s'inspirer de l'exemple romain
ou l'exemple de Venise, ou des républiques qui avaient réussi à durer longtemps dans le temps, c'était quelque chose qui permettait d'avoir une patrie sur Terre, un monde artificiel et durable. J'insiste sur le côté artificiel, ça fait péjoratif le mot artificiel, mais comme le dit Margaret Canavan, je trouve vraiment son essai d'interprétation de la pensée d'Hannah Arendt est un des meilleurs à mon avis. Chez elle, le mot artificiel n'a aucune connotation péjorative. Elle rappelle que pour les Grecs, physis et nomos s'opposaient et que le nomos, c'était aussi les lois. C'était pas seulement ce qui est artificiel et non naturel. Et les lois, c'est quelque chose, c'est un cadre artificiel fait par l'homme qui permet de survivre à nos existences. Mais bon, finalement, elle a un portrait très pessimiste de ce que seraient devenues nos sociétés modernes avec le développement de nos sociétés, avec le développement qu'ils soient capitalistes ou socialistes. On s'est mis à préférer nos propres vies, notre propre qualité de vie, notre bien-être, l'abondance, plutôt que le monde, plutôt que l'abri capable de nous survivre. C'est une critique très dure qui attaque de tous les côtés les modernes, en même temps qu'elle attaque la tradition. C'est sévère. Elle considère que ça aurait commencé, cette tendance-là, qui est arrivée à son summum avec nos sociétés de masse au 20e siècle, avec la réforme protestante, avec l'expropriation qui a eu lieu des paysans anglais qui ont perdu leur place dans le monde, leur propriété stable qu'ils pouvaient transmettre de père en fils, et que cette source de capital rapide aurait initié, c'est l'analyse de Marx au fond qu'elle prend, là, qui est à la fin de son Capital, du premier tome. C'est cette analyse-là qu'elle reprend, mais aussi qu'elle intensifie en quelque sorte. Elle s'appuie aussi beaucoup sur Rosa Luxembourg, une auteure que sa propre mère admirait beaucoup. Puis, pour insister sur le fait que l'expropriation est une tendance qui a duré autant dans les régimes capitalistes que même socialistes, une tendance à arracher les terres, à se les approprier, à concentrer les biens entre les mains de quelques-uns, de sorte qu'on ne comprend plus, on n'a plus un sentiment que c'est une maison. Les biens, ce n'est qu'une richesse, d'après elle, qui peut être transigée de n'importe quelle façon. Distinction entre la propriété et l'appropriation. Oui. S'approprier le monde, c'est pas la même chose qu'être propriétaire d'une parcelle de terrain. Oui. Alors, à l'époque moderne, ce qui triomphe, c'est l'appropriation du monde. À tel point que, pour elle, cette appropriation-là du monde ne fait pas en sorte que les riches ont un monde et que les pauvres n'en ont pas. Non, 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 non. Les riches conçoivent les biens dont ils ont exproprié les propriétaires comme une pure richesse. Pour eux, c'est un bien changeable. C'est pour l'abondance de la chose, là. C'est pour... puis, quand les masses entrent dans la haute société bourgeoise, les masses participent à ce désir d'abondance. Là, ils disent, moi aussi, je veux avoir ma part du gâteau, et le système, maintenant, nous le permet, grâce à des revendications syndicales, des revendications socialistes, ont permis de faire en sorte que les masses ont pu participer au grand buffet. Mais pour Arendt, il en résulte quelque chose comme une aliénation par rapport au monde, qui avait déjà commencé avec la réforme protestante. Il en résulte aussi ce qu'elle appelle... La révolution scientifique aussi. Oui, la révolution scientifique, il y a beaucoup participé. Mais là, je dirais que plus c'est l'aliénation par rapport au monde phénoménal, dans le sens où l'entendaient les philosophes, les scientifiques, quand ils parlent du monde, ils parlent de la totalité des phénomènes. Mais avec la révolution scientifique, ce qui s'opère, c'est plus une aliénation par rapport au monde tel qu'il apparaît. Puisque... Faut pas que je renverse mon vélo. Puisque le scientifique ne considère les résultats de ses observations que comme des produits d'une expérimentation. S'il y a un rapport artisanal, c'est plus le contact direct auquel il a confiance. Il n'y a jamais eu un doute par rapport à nos sens plus fort qu'avec les progrès de la science. Jamais la pensée philosophique ou la pensée religieuse ont réussi à autant mettre en doute la capacité de nos yeux et de notre raison de comprendre les phénomènes. Maintenant, si vous n'avez pas un doctorat en physique, bonne chance pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Notre raison est désuète, elle n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit. Il faut des machines, il faut des appareils. Nos yeux ne servent plus à rien. Merci. Donc, c'est le portrait, je dirais, qu'elle donne de notre aliénation par rapport au monde, de notre privation du monde, qu'elle appelle wordlessness. Le titre de mon mémoire, l'hypothèse de mon mémoire, c'est que ce monde-là dont elle parle est un monde artificiel et durable, un habitat artificiel et durable. Artificiel, artefact, fait de main d'homme. Oui. Seul monde pour Anna Arendt. Et À ne pas confondre avec la nature, le monde, c'est autre chose. absolument, absolument. Dans mon mémoire, je commençais en opposant justement le monde et la nature. C'est manifeste que pour elle, si je prends un morceau de pain dans ma main et si j'ai de l'autre côté un verre d'eau, si je considère le verre d'eau, le verre, lui, peut être transmis à chaque génération. Je peux transmettre un vaisselier, je peux transmettre une maison. J'ai grandi dans une maison qui a été construite par mon arrière-grand-père. Il y a plein de biens qui peuvent être transmis durablement. Il y a des constitutions qui sont transmises pendant des siècles. Essayez de faire pareil avec la nourriture. C'est un bien essentiel, nécessaire. Mais pour elle, c'est naturel. Et quand l'emploi naturel, c'est pas dans toute son extension qui existe depuis les philosophes présocratiques et qui a continué d'exister avec les scientifiques. Non, elle parle de la nature au sens de physisme, de ce qui croît, ce qui périt. Et la nature, c'est toujours le vivant. Et le vivant, malgré toutes ces qualités indispensables sans lesquelles on n'existe pas, le vivant ne nous survit pas. Ce qui peut nous survivre, de tout ce qui provient de nos efforts quotidiens, ce sont les choses artificielles. Les choses fabriquées, elles, peuvent nous survivre. Je ne me lancerai pas à expliquer mon mémoire de fond en comble dans tous les détails de ces analyses. Je dirais surtout une partie qui a été le plus contestée de mon mémoire, qui requerrait de ma part que j'écrive un solide article pour le défendre. On s'en rend compte en recevant des critiques. C'est quand je parle du monde commun. Beaucoup d'auteurs qui lisent Hannah Arendt ont tendance à penser que lorsqu'elle parle du monde commun, là, elle ne parle plus d'un monde fabriqué, d'un monde produit par l'œuvre de nos mains. Mais je pense que lorsqu'on s'attarde à son essai sur la Révolution, elle nous parle de la Constitution américaine comme de quelque chose de mondain, au sens de propre au monde, quelque chose de commun, qui est partagé par les citoyens et qui peut leur survivre. Aussi, dans les origines du totalitarisme, lorsqu'elle parle à quel point les apatrides se retrouvent à être sans monde, dépourvus de droits, ben là, elle parle justement du fait qu'ils se retrouvent sans monde et qu'ils se retrouvent traités comme des animaux, avoir se faire emprisonner sans aucun procès, aucune considération. Dernière chose que j'aimerais dire, pourquoi Hannah Arendt a bricolé ce concept-là? Parce que, comme je vous ai dit, le mot n'a jamais signifié ça dans son histoire. La raison, je pense, pour laquelle elle a bricolé ce concept-là de monde, plutôt que de se fier sur un mot déjà existant dans l'histoire, c'est parce qu'elle ne trouvait aucun mot pour nommer ce qu'elle avait vécu. La situation d'apatride. La situation de ne pas avoir une patrie qui peut nous survivre. Et je pense aussi que son rapport à la philosophie est éclairant pour nous aider à comprendre, parce que en même temps qu'elle refuse de suivre les philosophes dans leur quête d'une vérité au-delà du monde des apparences dans lequel on vit, elle refuse d'oublier les philosophes. Elle garde un contact toujours avec eux, personnel, elle en connaît plein, elle discute. Elle est toujours dans un rapport critique avec eux dans ses œuvres. Elle reconnaît toutes les perles, tout ce qui est pertinent dans la philosophie qu'il faut retenir et qu'il ne faut pas oublier. Elle considère en quelque sorte que les œuvres des philosophes, tout comme les œuvres des artistes, sont parmi les documents les plus durables qui peuvent nous survivre. Donc si on vit dans un monde, on ne vit pas seulement dans un monde qui est constitué de propriétés privées, de maisons, de biens matériels qui se transmettent de père en fils, pas non plus un monde qui est constitué de constitutions.
mais aussi un monde d'œuvres culturelles, qui sont en quelque sorte ce qui a le plus grand potentiel de nous survivre des siècles et des siècles au point de promettre l'immortalité, c'est les œuvres des artistes, des penseurs, des scientifiques. Donc, pour elle, je terminerai là-dessus. Le monde, c'est ça aussi. C'est ce qu'on habite, c'est les documents capables de nous survivre. Merci. Bon, c'est moi, là? OK. Tout à l'heure, j'entendais parler d'Hannah Arendt comme une personne, un philosophe, une philosophe, peu importe si elle dit qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas, qui estimait la révolution comme très importante pour constituer un monde. Moi, j'ai trouvé là-dedans une ressemblance avec Fernand Dumont. La ressemblance avec Fernand Dumont, c'est que Dumont dit, quelque part, je ne me souviens plus où, là, un de ses livres, pas de crise, pas de culture. C'est ce que Fernand Dumont dit. Si on était content du monde, comme les chiens sont contents du monde des chiens, ou les chats sont contents du monde des chats, il n'y aurait pas de culture. C'est parce qu'on n'est pas content de ce monde-là, dit Fernand Dumont, qu'il y a une culture, qu'il y a cette espèce de monde constitué qu'on veut qui reste le même. Voilà. C'est une remarque que je fais, là. C'est peut-être, ça te suggère peut-être des... Non, vous tombez pile dans une des discussions qu'on a eues longuement, Serge et moi. Je lui passerai même le micro pour commencer, parce que lui a beaucoup plus lu Fernand Dumont que moi. Bon, ben, c'est l'idée de créer, c'est l'idée d'une culture comme dédoublement, comme réflexivité. Vous avez raison de le dire, il n'y a pas de monde sans crise, il n'y a pas de crise sans monde. Sans monde au sens dumontien du terme, au sens d'un dédoublement de la culture. La culture, pour Dumont, c'est toujours une distance que l'homme prend par rapport au monde dans lequel il vit. Ce qui fait qu'il y a un monde pour lui, justement. Parce que pour l'animal, il n'y a pas de monde. L'animal est dans son milieu, un point c'est tout. Il ne prend pas de distance par rapport à son milieu. Alors que Dumont nous dit, ben, la culture, c'est un dédoublement. Forcément, il y a une culture première, il y a une culture seconde. Dans toutes les cultures, chez tous les hommes, il y a toujours un dédoublement. L'homme est homme parce qu'il vit dans une culture qui implique un dédoublement du monde. Et ça rejoint l'exposé de Nicolas, à savoir que pour Arendt aussi, il y a un problème du monde. Il y a un monde. Pour Heidegger aussi, il y a un problème du monde parce qu'il y a un monde, parce qu'il y a une distance qui est prise par rapport au monde. Maintenant, la différence entre Arendt et Dumont, c'est que Dumont, lui, donne un nom à cette transcendance qu'il appelle aussi transcendance sans nom. Il est croyant. Le dédoublement, ben, il renvoie, il se réfère à un autre monde, et cet autre monde, ben, c'est le monde divin, mais encore que Dumont, à la fin de sa vie, il parlait plutôt d'éthique. Il parlait beaucoup plus de transcendance sans nom. Mais ce qui est important pour lui, comme pour Arendt aussi, je crois, c'est le fait qu'il y a une sorte de dédoublement qui se fait. Et que le monde est monde dans la mesure où on s'interroge sur lui. Et à partir du moment où on ne s'interroge plus sur le monde, ben c'est l'homme qui disparaît. Et c'est pas une hypothèse farfelue, là. J'ajouterais peut-être quelque chose.
Comme le souligne Serge, je pense qu'il y a des parallèles à faire entre Fernand Dumont et Hannah Arendt. Il y en a aussi à examiner les ressemblances et différences avec Heidegger. Il y a des auteurs comme ça qui s'inter-influencent, c'est à considérer. Mais comme c'était évident quand Serge en parlait, le monde pour Fernand Dumont, c'est la culture. C'est la culture dans une pluralité de sens que la culture a eu, le sens anthropologique, la culture dans laquelle on vit nos mœurs, nos coutumes. Mais justement, donc, je sais que Fernand Dumont pouvait dire qu'on habite notre culture, en quelque sorte. Mais je pense qu'on peut le dire dans la mesure où, pour Fernand Dumont, la culture, c'est plus que juste nos mœurs et coutumes. Il y a un dédoublement, comme Serge le disait. Et puis là, on habite un ensemble d'œuvres culturelles dans lequel on se trouve et qui dédouble un peu notre condition première. Mais pour Hannah Arendt, jamais le monde n'est synonyme de nos habitudes de vie, nos mœurs, notre culture dans ce sens-là. Jamais, jamais, jamais. Non, pour elle, le monde, c'est vraiment... si elle ne parle pas du monde des phénomènes, le monde des apparences, elle parle du micro, elle parle de la lampe, elle parle de la table, elle parle de la chaise. Elle parle de choses très concrètes qu'on habite et non pas d'habitudes de vie, de manière d'être très symbolique et très abstraite. Mais pourtant concrète, c'est comme notre manière de tenir une fourchette, ça fait partie de notre culture, mais c'est pas la fourchette elle-même. La fourchette elle-même, c'est le monde dont parle Hannah Arendt, qui peut être transmis de père en fils. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a une pensée qui insiste sur la crise, qui insiste définitivement sur la crise de la modernité dans laquelle on se trouve, puis qui essaie de penser des manières de notre situation dans tout ça. Je pourrais juste ajouter une petite histoire. J'ai un petit-fils qui vient chez nous souvent, et quand il vient chez nous, il y a un boisé pas loin de chez nous. Je l'amène dans le boisé chaque fois. Puis là, quand on est dans le boisé, il se met à parler de notre maison. Puis il n'en finit pas de parler de notre maison. Pas parce qu'il n'aime pas le bois, mais parce que tout à coup, ça lui fait penser qu'il y a un habitat où il se sent bien. Puis il en parle, il ne finit pas d'en parler. Intervention. Je vais me lever. Vous avez parlé tout à l'heure de la condition d'apatride de Hannah Arendt. Oui. Si je me souviens de lectures que j'ai faites de Hannah Arendt, j'ai jamais eu l'impression que pour elle, le fait d'être apatride, ça représentait une tragédie. Ça n'a pas été une condition malheureuse, puisque Hannah Arendt, finalement, c'est ce qu'elle a... la façon dans quoi elle s'identifie profondément, c'est pas à une patrie, c'est à la langue allemande. Et c'est la langue qui était la dimension, finalement, qu'elle évoque le plus souvent dans son œuvre, qui manque à son exil en Amérique. D'ailleurs, quand elle retourne en Allemagne, je ne sais pas, à un moment donné, elle est dans la rue, puis elle se dit complètement étonnée d'entendre parler allemand. Elle dit, ah, ici on parle allemand. Et c'est ça qui était sa patrie, finalement. Alors là, il y a toute une dimension qu'elle va développer par rapport à l'État, à la patrie, mais son identification principale, c'est la langue allemande. Ce que je voulais aussi dire, c'est que finalement, la crise dont vous évoquez tout à l'heure, la crise de la culture, de laquelle elle parle abondamment, c'est une crise de l'autorité. C'est ça qu'elle analyse, la crise de la culture. C'est une crise d'autorité dans la mesure où l'autorité, la transmission, les valeurs traditionnelles, puis là, elle va faire le développement, la théorie de l'Empire romain, contrairement aux Grecs qui avaient complètement une autre conception politique. Pour elle, les Romains, c'était ceux qui, après la fondation de Rome, 553, ils ont fondé la Rome sur, finalement, le maintien absolu des traditions, de l'autorité. Et c'est ça qu'Hannah Arendt, elle trouve qui manque à la culture américaine, à la culture contemporaine dans laquelle on se trouve, ces traditions, ces repères sur lesquels on fonde une civilisation, une culture.
j'aimerais répondre en disant d'abord que vous avez totalement raison en disant que dans un certain sens, Hannah Arendt ne s'est jamais identifiée à une patrie. Mais encore là, j'ai employé le mot patrie parce que c'est la manière dont on a traduit en français le mot home, qui n'est pas la même chose que house en anglais. On a décidé de traduire dans ses œuvres home par patrie. Puis j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise traduction, dans mesure où un monde qu'on habite, pour elle, c'est plus qu'une simple maison. C'est un lieu dans lequel on se sent en sécurité. Et elle s'est plus sentie en sécurité aux États-Unis, dans cette patrie-là. J'ai trouvé que l'usage du mot patrie était judicieux, dans mesure où on distingue, puis là, j'ai pas fait la nuance, puis ça me rappelle, patrie et nation. Les Américains étaient patriotes, les fondateurs de la République se disaient patriotes. Les Canadiens français qui ont fait la révolte en 1837 se disaient patriotes en s'inspirant de la Révolution américaine. Mais il y avait une conception du peuple qui n'était pas du tout nationaliste. C'est là qu'il faut voir les choses. Pour eux, le peuple, c'était l'ensemble des citoyens. C'était une vision que Fernand Dumont trouvait très formelle. Il trouvait que ça manquait de substance, comme l'identité culturelle qui s'est développée par après. Hannah Arendt, c'est étonnant, mais elle se considérait juive, mais elle n'avait aucun amour du peuple juif. Elle disait, j'ai pas d'amour du peuple allemand, j'ai pas d'amour du peuple américain, j'ai pas d'amour du peuple français. J'aime mes amis, je suis juive, puis j'ai été attaquée comme juive, puis je me suis défendue, mais elle n'avait pas une identification, comme une affection pour un peuple en particulier. Ça, vous le soulignez bien. J'ai utilisé le mot patrie, mais il faut vraiment le distinguer. Pour elle, la patrie, en tout cas, non. Puis là, c'est la traduction française, elle parle de home. Elle parle de home, qui est une... pour parler du monde dans lequel on vit, le monde commun, ce qu'on partage. C'est pas une identité nationale, c'est plus... On a des institutions, on a des droits qui peuvent nous protéger, en même temps nous rassembler. On peut être rassemblé par des enjeux constitutionnels, des enjeux juridiques, des enjeux politiques, est-ce qu'on part en guerre, est-ce qu'on se lance dans telle politique de protection de ci, de ça. C'est ça notre home pour elle. Donc c'est... Ouais. Des fois, il faut faire attention aux traductions qu'on s'approprie. Hein, moi-même, là, je suis piégé par une traduction française. Puis pourtant, j'ai essayé de combattre quelques mauvaises traductions dans mon mémoire. Dans son mémoire, justement, il corrigeait les traducteurs. Il s'amusait à corriger mais là, je me suis fait piéger, justement, moi aussi. Parce que, il faut faire attention. Elle écrit en anglais, il faut la lire aussi en anglais. Et puis là, je pense Il faut dire que certains ouvrages de Hannah Arendt ont été très, très mal traduits. Hein. L'essai sur la Révolution, notamment. Alors, parfois, il faut lire en anglais pour vraiment comprendre de quoi il est question. Et puis, sur l'autorité, ben, vous avez absolument raison. C'est un aspect dont je n'ai pas parlé. Mais oui, l'autorité qu'elle comprenait en s'appuyant sur ce que les Romains concevaient. Pour eux, l'autorité, c'était obéir, mais sans que personne commande. Quand on a de l'autorité, on se fait obéir sans commander. Les sénateurs, dans l'Empire romain, dans la République romaine d'abord, étaient des hommes qui se faisaient respecter. Ils étaient la voix des anciens. Ils parlaient, on les écoutait et on les contestait très, très, très exceptionnellement. Pourtant, ils n'avaient pas le pouvoir. Ils étaient l'autorité. Les Sénats sont vraiment rendus une pâle figure de ça aujourd'hui. Ça n'a plus du tout rapport. C'est une parodie de véritable Sénat. Puis de véritable autorité. La véritable autorité, pour elle, a disparu. Puis elle trouvait que c'était grave. En politique, si tu veux réussir à garder des institutions longtemps, c'est important d'avoir qu'il y ait une certaine autorité. Mais je dirais que si on réduit ça au niveau de l'éducation parent-enfant, parce qu'elle en fait souvent dans l'éducation, elle intervient beaucoup, c'est la même chose, la notion d'autorité. Ça ne se fonde pas ni sur le pouvoir, qui peut être assez violent puis intrusif, ni sur le consensus et la négociation. C'est ce qu'elle va dire. Absolument. Dans un état d'autorité, on ne va pas négocier, on devrait faire ça, puis pas ça, puis tout le monde s'astine à savoir c'est qui a raison, puis ni sur l'imposition. Alors, c'est un état dans lequel
il y a un respect qui est transmis sur l'autorité, qui ne se justifie pas ni par le pouvoir, ni par la soumission, puis ni par le consensus. Alors c'est très intéressant le concept d'autorité chez elle, parce qu'on peut l'extensionner effectivement au monde de l'éducation, ce qui fait qu'on n'a plus d'autorité. Qu'est-ce qu'on entend par la notion d'autorité? Pour Hannah Arendt, c'est très clair que ça passe par l'effort, puis par la soumission, puis par une transmission non négociable des assises, des traditions, des choses auxquelles on doit adhérer parce qu'ils sont bien, parce que c'est une adhésion à quelque chose de bien. Et je trouve qu'effectivement, dans nos temps, ça s'est perdu beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une grosse crise là, à ce niveau-là là, qu'on vit. C'est pour ça que je trouve que la lecture d'Hannah Arendt, c'est très contemporain, finalement. On peut s'en servir plusieurs niveaux de réflexion dans l'éducation, dans la culture, politiquement parlant aussi. Peut-être moins, effectivement, au niveau philosophique, je suis d'accord avec vous. Pour moi, Hannah Arendt, c'est effectivement la plus grande intellectuelle du XXe siècle, mais pas nécessairement une philosophe dans la tradition dans laquelle on peut le concevoir. Voilà. Mais ce qui importe d'abord chez Arendt, le point de départ de toute sa réflexion, je pense, c'est ce qu'elle appelle la rupture du fil de la tradition, qui rend le monde inhabitable, et on ne trouve pas non plus de réponse chez Hannah Arendt. On trouve des éclaircissements. C'est pourquoi, moi, de mon point de vue, elle est philosophe, parce qu'elle pose des questions sans apporter de réponse. Évidemment, ça déçoit beaucoup certains lecteurs qui veulent absolument des réponses à leurs questions. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, chez un auteur comme Hannah Arendt ou chez Fernand Dumont, c'est l'art, un art, d'éclairer le monde sans apporter de réponse. Et pour Arendt, il est impossible d'apporter des réponses parce que, un peu comme chez Tocqueville, Alexis de Tocqueville au 19e siècle a cette formule extraordinaire: le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Ben, on est dans les ténèbres. Et c'est ce que cherche à éclairer un peu Hannah Arendt et Fernand Dumont et d'autres aussi. Mais il ne faut pas attendre de ces penseurs ou de ces philosophes des réponses. Et c'est ce qui fait qu'ils sont profondément philosophes, je pense. Parce que il n'y a pas de réponse. On peut éclaircir, on peut réfléchir, on peut interroger, mais il n'y a pas de réponse. Parce que le fil de la tradition est rompu. Les réponses qui nous venaient du passé n'existent plus. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Il nous reste, à la fin de l'anthropologie à l'absence de l'homme, Fernand Dumont nous dit: l'homme n'est pas mort, l'homme s'interroge. Quand il dit l'homme n'est pas mort, il se réfère un peu à Foucault, la mort de l'homme chez Foucault. Mais pour lui, l'homme n'est pas mort, mais il s'interroge. Et c'est la plus grande faculté, l'interrogation. Mais c'est profondément philosophique. Oui, je voulais revenir 2 secondes sur les aspects d'autorité. En fait, vous parliez, je crois, aussi d'obéissance. En fait, obéir, obéir, c'est aussi écouter. Donc, est-ce que l'autorité n'est pas basée sur d'abord l'écoute? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, je ne sais pas si Hannah Arendt a traité de ces aspects-là. Mais à vous écouter, madame et vous, chers conférenciers, je voudrais avoir un petit peu votre idée, parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'Hannah Arendt était quelque part ou défendait quelque part la notion, en lien avec Rome, d'empire, c'est-à-dire de l'empereur, non pas comme le roi, de droit divin, mais quelqu'un qui est
j'allais dire, plutôt un peu le médiateur entre, on va dire, une espèce de spiritualité et justement la maison, enfin le gardien de la maison, quoi, quelque part. Alors, je ne sais pas si vous êtes rentré là-dessus sur Hannah Arendt ou si il y a des écrits de sa part qui touchent à ça. Je vais demander un verre de vin blanc. Ben, voilà. je dirais, je rappellerai une chose que j'ai dite tout à l'heure, puis auquel il faut vraiment porter attention, c'est qu'Hannah Arendt avait un haut respect pour les Romains. Elle considérait que les Romains étaient le plus politique des peuples, mais néanmoins, elle préférait les Grecs. Elle disait les préférer de loin, avoir une affection pour eux, et leur manière de voir la politique, même si c'était moins durable. Il y a seulement eu 200 ans de démocratie athénienne. Ça n'a pas été comme l'Empire romain qui a duré des siècles et des siècles. Leur notion d'autorité romaine a été beaucoup plus durable. Elle considérait que la politique, c'était pas juste un rapport sans hiérarchie, là, où est-ce qu'il y a je prends des initiatives, est-ce que tu me suis, je prends des actions. Et pour elle, c'était aussi prendre soin du monde. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et là-dessus, les Romains avaient surpassé les Grecs. Mais elle préférait quand même. Donc pour elle, ouais, c'est ça. C'est ce que j'aurais le plus fort comme indication. Comme son maître Heidegger. Ouais. Sauf qu'Heidegger privilégiait les présocratiques, oui. Alors que Hannah Arendt privilégiait la figure de Socrate. Oui, la figure de Socrate ou la figure de Périclès, la figure des hommes politiques grecs qui avaient réussi à entreprendre des grandes actions. Et pour Arendt, Platon était... la philosophie platonicienne est une sorte de trahison de Socrate. Et Aristote, dans tout ça, et son éthique et sa politique, parce qu'en fait, Aristote, éthique et politique sont extrêmement conditionnés au bien commun. Enfin, et donc, est-ce qu'elle serait plus proche aristotélicienne? Oui, on le dit souvent qu'elle était aristotélicienne. D'accord. Mais encore là, il ne faudrait pas trop exagérer le rapprochement. Justement, le rapprochement entre éthique et politique, elle aimait bien Machiavel aussi. Hein. Elle trouvait que Machiavel, une phrase de lui qu'elle aimait beaucoup citer, c'était dans une de ses lettres où il disait « J'aime ma patrie plus que mon âme ». Et pour elle, c'était le signe de quelqu'un qui aime vraiment la politique. C'est quelqu'un qui est prête à ne pas faire toujours agir pour le bien, est prête à agir pour le bien de la Constitution, pour que la patrie, Venise par exemple, puisse durer dans le temps. Et puis pour ça, il faut être prête à des sacrifices. Donc pour ça, là-dessus, elle ne pouvait pas s'entendre complètement avec un Aristote qui rapprochait éthique et politique à ce point. Je pense que vous comprenez que le geste intellectuel d'Hannah Arendt est très complexe, très difficile à saisir. Ce qui fait que c'est un grand auteur aussi, hein, un grand penseur, qui me donne toujours à penser et qui se prête à de multiples interprétations. Mais comment peut-on concilier chez Hannah Arendt le fait que si elle a une admiration pour les Grecs, il y a 200 ans, je ne sais pas si ça a duré, là, ben de démocratie directe, je ne sais pas si c'est à ça que vous vous référez, et la question d'autorité et la question de la patrie. Parce que là, ça peut conduire très loin. Quand on lit effectivement le totalitarisme, là, je vous dis que, OK, on peut beau faire des nuances entre la patrie, la nation, les mythes, là, tu sais. Mais à un moment donné, il y a quand même, ou l'empire, ou une dictature, en tout cas, elle aborde tous les thèmes, elle fait des distinctions. Oui. Mais au bout du compte, la question d'autorité, telle que vous la rapportez, moi, je n'ai pas lu la condition de l'homme moderne, ces choses-là, je n'ai pas tout lu. Ça semble être là-dedans, ou à faire référence à des choses comme, je ne sais pas trop, la question de la propriété privée, en tout cas. Mais ça, sur la Révolution, ça non plus, je vais le lire. Mais, tu sais, la différence entre les États-Unis et puis la Révolution aux États-Unis, la Révolution française, ça aussi, c'est la grosse nuance. Elle dit, ce que vous dites, c'est que les États-Unis, la République américaine,
c'est mieux que la Révolution française, la République, style plus égalité. Ça, c'est style plus, je sais pas, mais la Révolution américaine, beaucoup de présidents américains et compagnie ont dénoncé la démocratie en référant justement à la démocratie directe comme n'étant pas le modèle qu'il fallait suivre, etc., etc. Donc, il y a un paquet de contradictions qui m'apparaissent, là, de sorte que moi, quand j'entends parler que ça prend une autorité pour diriger le peuple, ça me fatigue un petit peu, puis je ne comprends pas jusqu'à quel point qu'elle pourrait dire ça en dénonçant le totalitarisme, vous comprenez? En tout cas, je ne sais pas, je suis peut-être mêlé dans mes choses, mais c'est peut-être aussi mêlant qu'Anna Arendt, tu sais. En tout cas, je sais pas trop. Absolument, ça peut devenir un mélangeant. Plusieurs auteurs l'ont souligné. Tu sais, faut travailler pour sa cause à Hannah Arendt. Là. Si je travaille pour sa cause, là, pour justifier toutes ces distinctions dans lesquelles on peut peut-être se retrouver, c'est en remarquant que si elle avait une admiration pour la République des États-Unis, elle trouve qu'une fois instituée cette République-là, en fait, si la République aurait réussi à s'instituer de bas en haut, où est-ce que les États se sont constitués, en se sont donné une constitution avant ou en même temps que la déclaration d'indépendance, s'il y a eu un côté bottom-up, c'est parce qu'avant la Révolution américaine, il y avait les township meetings aux États-Unis, il y avait une démocratie de base. Les gens étaient habitués à faire des pactes, à décider entre eux. Elle souligne à la fin de son essai sur la Révolution, à part des exemples de la Commune de Paris. Robespierre les a utilisés un certain temps, après on ne voulait plus, les soviets en parlent. Elle trouve que ces exemples-là dans l'histoire témoignent d'expériences de réelle politique. Et que si la République des États-Unis a mieux réussi à durer, c'est parce qu'il y avait un peuple qui avait l'habitude de se faire des pactes entre eux, de se prendre des décisions, donc il était capable de se tenir et d'avoir un respect pour les pactes qu'on fait entre nous. C'était bottom-up. Il y avait déjà cette habitude-là. Donc, pour comprendre l'affection particulière qu'elle a pour la Révolution américaine, il faut penser au fait que c'est plus ce qui l'a précédé que la Révolution en elle-même. Elle mesure cette réussite-là constitutionnelle à partir de ses précédents très politiques. Qui était possible parce que c'était en Amérique, une terre nouvelle, les gens pouvaient décider un peu plus entre eux, se débrouiller. Un peu comme les colons ici en Nouvelle-France. C'est pas le côté politique chez nous qui a été développé, on dirait, chez les colons installés ici. C'est le côté commercial. Où est-ce qu'on a un peuple, on l'oublie qu'on vient d'un peuple de commerçants, là. Pas de cultivateurs, là, mais de commerçants, là, de fourrures, qui étaient capables de négocier n'importe quoi, là, de discuter dans plein de langues des Premières Nations. Donc ça, c'est une faculté d'avoir des pactes, de s'entendre, de négocier et de trouver des solutions, et c'est très politique. Il y a une ressemblance pour elle entre la politique et le marché. C'est très économique, en fait. Non, ben oui, mais pour elle... Si, au sens de la vraie économie, enfin, je veux dire... Oui, je pense que quand elle utilise le mot économie, elle l'utilise pas très souvent. C'est dans le sens de economia, à son origine, qui était l'administration de la maison. Donc ça, c'est plus la sphère de la famille sur la propriété, alors que le commerce, le marché, c'est quand l'homme sort, traditionnellement en Grèce, là, tu sais, le père de famille très autoritaire sort... Autoritaire, là, regardez, là, un gauchissement des mots, là, je l'emploie dans le sens de tyrannique, là, mais c'est précisément pas ça qu'elle voulait qu'on retienne du mot autorité. Mais que le père tyrannique sort de chez lui où est-ce qu'il domine ses esclaves, sa femme et ses enfants. Puis ça, c'est l'économie, là. L'économie, c'est la domination de la sphère privée, même si c'est précieux, la propriété privée. L'économie, la manière dont ça marche dans une business, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit extra-familiale, c'est la domination. Là. Alors que le commerce, c'est entre égaux. Chacun sort de son atelier et on échange. On se retrouve entre égaux. Et la politique, c'est lorsqu'on sort de chez soi, de l'économie ou de l'atelier où on travaillait, pour, là, ensuite, faire des pactes, décider entre nous. Donc, c'était sa conception des choses. Ben, excusez, mais je veux compléter. Ben, si c'était sa conception des choses, c'est ce qu'elle aurait voulu qu'il continuasse. C'est ça, français, ça. En tout cas. Absolument. Mais donc, elle est nostalgique de ce moment-là, de ces époques-là ou de cette époque-là, c'est ça? Oui, puis elle est très triste que... Mais tu sais, c'est qu'elle voit que dans l'histoire, c'est réapparu plein de fois.
Elle parle des townships américains, elle parle de la Commune de Paris, elle parle des soviets. Et aussi, quand elle écrivait Conditions de l'homme moderne, elle voyait aussi une révolution en Hongrie qui s'essayait dans 1956 et qui a échoué. Elle commençait à être très pessimiste sur la possibilité dans nos sociétés modernes de retrouver des citoyens qui prennent des initiatives ensemble et qui ne se font pas écraser par des empires économiques ou politiques. Donc pour elle, elle était pessimiste, mais elle disait il y a eu plein de tentatives. Il ne faut pas oublier les petites tentatives dans l'histoire qui ont eu un succès minime. Donc c'est pour ça que pour elle, c'était pas juste revenir aux Grecs. Ça a existé d'autres fois. Là. Oui, d'accord. Les anarchistes, ça démontre beaucoup. Oui. Mais je voulais juste ajouter, peut-être, Jean, tu peux saisir un peu la différence entre autorité et autoritarisme. Parce que moi, j'ai connu un système totalitaire, le communisme en Roumanie, je suis d'origine roumaine, alors là, j'ai vécu jusqu'à mes 33 ans dans un système totalitaire qui n'avait absolument aucune autorité. C'est dans le fait, là, il y était un système qui avait un autoritarisme qui était maintenu par la peur, dans lequel on était tous plongés, mais absolument personne, puis je pense que même ceux qui étaient dans le parti très haut, là, parce que j'en ai connu, n'adhéraient à aucune de ces valeurs, nous n'allaient pas dans le sens de rassemblance sociale, de travailler pour ce système, de s'unir, de promouvoir des traditions. C'était la peur, finalement, le moteur d'un système totalitaire. Tandis que l'autorité, c'est autre chose. Donc, c'est pas parce que tu peux imposer, c'est un peu ce qu'Hannah Arendt dit, c'est pas par la violence, pas par le pouvoir, puis ni par le consensus. C'est une autorité, c'est quelque chose qui s'impose et qui repose sur des assises beaucoup plus profondes, entre autres les traditions. Pour elle, c'était les traditions qu'on transmet, ce qu'on incarne, ce qu'on représente. Pour ça, les systèmes totalitaires, ils sont... Selon moi, il y a une forme d'autoritarisme, mais il n'y a aucune autorité qui est respectée à l'intérieur de ça. Parce qu'il n'y en a pas dans le fond. C'est très juste que vous dites la distinction entre l'autorité et l'autoritarisme. On n'a qu'à penser à l'école, par exemple. Un prof qui a de l'autorité se fait respecter. Parce que les élèves sentent que il sait de quoi il en retourne. Il n'y a pas besoin de crier pour imposer son autorité. Son autorité s'impose d'elle-même. Alors que l'autoritarisme, c'est le contraire. C'est la volonté d'imposer son autorité, en dépit du fait qu'elle repose sur rien. Elle repose sur rien. J'ajouterais peut-être, elle était tellement friande de distinction, là, c'en est un vrai casse-tête après ça, de replacer les morceaux une fois qu'on dirait qu'elle a tout découpé, puis qu'après il faut essayer de refaire le fil. Mais je connais pas la situation de la dictature qu'il y a eu en Roumanie. C'est un système totalitaire. Mais ce qu'elle insistait pour appeler totalitaire, à la différence de tyrannique, parce que la tyrannie, il y en a toujours eu. Des régimes de peur qui sont basés sur la crainte que tout opposant va se faire tuer, ça a toujours existé. Il y a quelque chose de nouveau pour elle dans le système qui a pris son plein potentiel avec Hitler puis avec Staline, mais qui avait aussi existé en Espagne, tu sais, puis il y avait eu aussi des débuts de totalitarisme, mais le plein accomplissement du totalitarisme pour elle, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pas juste un régime... En fait, le totalitarisme, c'est pas un régime qui tue les ennemis du régime. C'est un régime qui tue les innocents en sachant qu'ils sont innocents, mais par pure idéologie. Il voulait purifier l'espèce humaine. Hitler. Staline aussi voulait épurer. Il voulait se rendre à un système où est-ce que tout le monde serait un fidèle, un membre de l'espèce humaine socialisé, un membre de la classe laborieuse telle qu'il l'imaginait, mais dans un fantasme, là, où est-ce que ça n'a aucun rapport avec la réalité, là. Aucun rapport. C'est un pur fantasme idéologique qu'ils essaient de faire réaliser sur Terre. Mais ça, c'est bien pire que la pire des tyrannies, puisque tout le monde va être sacrifié un jour ou l'autre à cette idéologie-là. Coupable ou innocent, menaçant ou pas pour le régime, peu importe.
C'est complètement cinglé comme type de régime quand ça prend son plein potentiel. Et c'est pire que la pire des tyrannies qu'on a connues. Autre question? Pour compléter, peut-être, ça serait, en tout cas, oui, j'ai trouvé son livre sur le totalitarisme vraiment extraordinaire parce que ça vient à dire finalement que au moins quand tu sais que tu es coupable, tu as commis un geste, puis là tu te dis, ah, je le mérite. Ben, c'est même pas le cas. Alors, que tu sois coupable ou pas coupable, tu vas te faire couper la tête pareil. C'est ça qui est l'aberration des deux systèmes dont vous parlez. Le summum du totalitarisme, peut-être, de la folie totalitaire, ce sont les procès de Moscou, les fameux procès de Moscou, où des dignitaires soviétiques, des membres du parti, des éminents membres du parti, s'accusaient eux-mêmes de fautes dont ils savaient qu'ils n'étaient pas coupables. C'est l'idée devenue folle, dira Hannah Arendt. C'est une sorte d'idéalisme devenu complètement fou. Hannah Arendt a réfléchi beaucoup sur le totalitarisme, c'est ce que j'ai compris. Oui. C'est même l'idée principale. Sur son point de départ. Oui. OK. Donc, je pense que c'est la meilleure personne pour répondre à la question que je vais poser. Elle n'est pas là, par exemple. Elle n'est pas là. Le micro est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. Non. Parle. De toute façon, je parle assez fort. Oh. Je voudrais savoir, est-ce qu'Hannah Arendt a identifié des causes ou la cause du totalitarisme? Comment elle explique qu'une société en arrive à inventer cette grosse machine technique, là, comme des camps d'extermination, la solution finale? Imaginez ça, là. C'est quoi la cause? C'est justement la question qu'elle se pose dans les origines du totalitarisme. D'où ça vient? Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'elle a réussi à répondre, à part de l'impérialisme au 19e siècle? Et elle fait une genèse du totalitarisme. Bon, maintenant, est-ce qu'elle a réussi vraiment à expliquer, selon Ricard, Paul Ricard qui a écrit une introduction, une belle introduction à la condition de l'homme moderne, elle se bute quand même sur une sorte d'énigme. Ce qui ne veut pas dire que son explication n'ait aucune valeur, mais il y a un point aveugle. Mais elle parle aussi, parmi les causes, de l'idéologie qui est un peu l'extinction de la raison, du débat, de la critique, qui s'impose. L'idéologie, dans le fond, c'est la vérité. C'est au nom de cette vérité-là qu'on va décider des initiatives politiques barbares, bien souvent. Puis il y a aussi, il me semble, qu'il n'y a pas un autre concept qui est important, qui s'appelle l'homme superflu ou quelque chose comme ça, qui fait référence un peu à notre système économique où l'individu est interchangeable. N'importe qui, finalement, peut faire le travail de n'importe qui. Alors, ça aussi, ça pourrait faire partie, il me semble, si ma mémoire est bonne, des causes possibles du totalitarisme. Je ne sais pas si je suis dans la bonne voie, mais il me semble. Tout à fait. Puis, si je peux faire un retour au sujet de ma conférence du monde, ces masses-là superflues, ben, c'est nous, là. C'est les masses de gens qui n'ont pas une terre, où est-ce qu'on peut se dire, j'ai ça comme garantie, là, je suis protégé. Non, on est tous vulnérables, comme on l'a vu à la crise de 1929. S'il y avait une autre crise semblable qui apparaissait, on serait dans la même situation déplorable. On dépend complètement du système. Et peut-être plus encore que les masses de travailleurs au début du 20e siècle. Donc, on est des masses superflues qui peuvent être interchangeables. On est très, très, très vulnérables. C'est pour ça qu'elle nous met en garde contre le totalitarisme qui est toujours menaçant, qui est toujours proche de notre système, de
notre société, de nos sociétés qui sont d'une extrême fragilité. Et je me rends compte, en fait, on se rend compte tout le monde, que de plus en plus nous sommes totalement divertis, totalement distraits, totalement amusés. On ne se préoccupe plus du tout d'une réflexion réfléchissante, en fait, d'une raison réfléchissante. La raison est utilisée pour nous organiser, pour faire de nous des consommateurs amusés et divertis et distraits. Moi, je pense, si j'étais dans la peau d'Hannah Arendt, je trouverais là des menaces pour un futur totalitarisme qui est peut-être là, sauf qu'il est soft. Il est acceptable. Oui, totalement. On est vulnérable pour elle, puis ça peut arriver. Puis pour elle, le McCarthyisme américain, c'était il recommence à avoir des aspects totalitaires qui revenaient aux États-Unis. Il peut y avoir des germes de totalitarisme qui reviennent, des petits bouts par-ci par-là, pleinement accomplis. Elle n'en avait pas vu, elle, outre le régime hitlérien et stalinien, à ma connaissance. Mais elle nous donne pas, tu sais, Serge disait qu'elle donne pas de réponse, mais j'ai l'impression qu'elle donne des pistes. J'ai l'impression qu'elle donne des pistes. Qu'est-ce qui a existé dans l'histoire sur les gens, les gens se sont appuyés pour ne pas pouvoir tomber dans quelque chose de nouveau comme le totalitarisme? Ben, il y avait un ancrage dans le monde. Il y avait quelque chose comme ça qui les rendait moins vulnérables. Il n'y avait pas un système qui s'était érigé sur l'aliénation du monde. Parce que notre système, là, où est-ce que les masses sont superflues, qu'on peut être interchangeable, il est basé sur le fait que on n'est pas ancré à quelque part qui nous appartient. Et les propriétés, les terres, les boutiques, les marchés publics, les industries, tout ça appartient à de grands propriétaires de richesse et non pas des grands propriétaires de place dans le monde. Mais qui a une place dans le monde stable, solide, qui peut se dire, je peux me fier sur ma propriété pour me subvenir à mes besoins, je peux me fier sur une constitution durable et qui repose sur le consentement des citoyens. C'est rendu des grosses machines, les États, là. C'est des grosses machines, les industries économiques. Ça nous échappe. C'est hors de notre contrôle. On se sent aliéné du monde, complètement étranger à lui, de telle sorte que l'obsolescence programmée, c'est facile. Des choses fabriquées qui ne durent plus, là, on s'y est plus tellement attardé, c'est tellement loin de nous. On préfère jouir de la vie, parce qu'on se rend compte que le monde est trop loin de nous. Les matériaux, tout ça, c'est superflu, ça s'en vient, ça part. Je vais m'attacher à d'autres choses, jouir de la vie. Mais c'est risqué de se dire, je vais jouir de la vie seulement, et pas avoir un monde stable, solide, fabriqué, qui peut traverser les siècles. Ça, c'était pas une garantie, mais disons que ça rendait moins vulnérable à des régimes comme ceux qu'on a vécu au XXe siècle, qui pourraient réapparaître. Conclusion en 5 minutes. Hey, c'était pas pire comme conclusion. C'est ce qu'il vient de faire, là. Quelqu'un veut rajouter? Avez-vous quelque chose à ajouter? Si j'étais directeur d'un cégep privé, je t'engagerais. Ah! Il me semble que dans toute cette réflexion-là que vous faites des systèmes idéaux que Hannah Arendt avait conçus. On n'entend pas, attendez. Ah. Il me semble que tout en idéalisant, par exemple, le système américain, tout le système de loi, toute la démocratie, on oublie que dans le fond, cette démocratie-là a été basée aussi, et est encore basée sur du racisme, du sexisme, sur de la violence. Chez les Romains, les Romains n'étaient pas, même s'ils ont bâti un empire absolument admirable théoriquement, évidemment, c'est un empire aussi qui était bâti sur de la violence, beaucoup de violence. Chez les Grecs, il y avait des esclaves, il y avait les femmes n'étaient rien, les enfants n'étaient rien, il n'y avait aucun statut. Alors il y a quand même de la violence
dans tous ces systèmes-là, dans toute cette démocratie-là, dans toutes ces révolutions-là. Et il me semble que la réflexion n'a pas abordé dans le fond, on pourrait dire, ces accidents, ces défauts, ces verrues de l'histoire. Hannah Arendt n'est pas une auteure qui semble croire qu'on peut éradiquer la violence. Je pense que ça fait un peu partie de la vie. Ça fait partie même de l'activité de fabriquer un monde. C'est faire violence à un arbre, d'en faire une table. C'est faire violence à la vie de se nourrir. C'est faire violence à... Donc oui, elle considérait par exemple que l'esclavagisme était le péché originel des États-Unis et que ça c'était politiquement inacceptable et que Lincoln a essayé de corriger du mieux qu'il pouvait ce que la déclaration des États-Unis, ce que la Révolution n'avait pas maintenu. Puis elle idéalisait pas les États-Unis. Elle idéalisait pas Rome. Elle idéalisait, je dirais, pas les Grecs non plus, en tout cas, surtout pas dans la sphère privée, mais elle trouvait que pour la politique, ils étaient tellement admirables, il y avait tellement un amour de la beauté pour les choses culturelles et les choses publiques, les actes glorieux, qu'elle les admirait énormément. Il n'y a pas d'idéalisme chez elle. Elle prend certains modèles, elle va chercher ce qui lui intéresse le plus, mais éradiquer la violence, la méchanceté. Même que vous allez lire chez elle, elle est très critique du moralisme. Pour elle, ce qui a tué la Révolution française, c'est le moralisme. Le moralisme de Rousseau, là, son romantisme là, de la bonté naturelle, quand Robespierre s'en est approprié, c'est devenu monstrueux, ce régime-là. Quand un régime politique se drape dans la vertu, il est autorisé à faire les pires monstruosités, puisqu'il est la bonté incarnée. Il le fait pour le bien, pour le bonheur. C'est très risqué pour elle. Elle préfère qu'on se tienne en politique à des notions plus sobres comme la justice ou comme la gloire, qu'on devrait ne pas considérer comme méprisable en politique. Bien que la quête de popularité instantanée qu'on voit aujourd'hui dans les téléréalités, je pense que c'est pas ça. Là. La gloire, traditionnellement, c'est plus être remarqué et on se souvient de toi pour tes grands accomplissements dans les générations suivantes. Donc, il n'y a pas d'idéalisme chez elle de cet ordre-là. Elle s'en méfie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Plaisir. Merci.